Alors maintenant, on quitte le domaine de l'économie pour aller vers l'anthropologie. Et nous avons la chance d'avoir avec nous notre ami Si Hassan Rachek. Et donc, Si Hassan, je te rappelle la question. L'anthropologie est-elle une science? La question est redoutablement simple. Comme tu l'es. Comme tu l'es. Tu as combien à peu près? 30 minutes. C'est exprès, c'est pour vous reposer un peu. Les exposés comme ça, la queue leu. Alors, 5h moins 10, 4h50. Je répondrai à la question, mais bon, à la fin, vous aurez une petite conclusion. Mais je commence par une anecdote qui m'est arrivée, donc ce n'est pas le fermier. À l'occasion de la sortie de mon deuxième livre, 1992, la regrettée journaliste Maria Latifi, qui animait une émission à 2M, est venue me poser quelques questions. On s'est mis d'accord sur les grandes questions et puis, au milieu du tournage, il me posa une question. Est-ce que les Jinoun existent? J'étais surpris. Bon, heureusement, nous avons des réponses. Je lui ai dit qu'ils existent, qu'ils n'existent pas. Ça, ce n'est pas une question que se pose l'anthropologue. Nous travaillons sur la croyance des gens. Et si les gens croient que les Jinoun existent, nous avons le devoir ou la possibilité d'écrire, d'interpréter leur comportement par rapport à cette croyance. S'il croit qu'il a été frappé par les Jinoun et qu'il a commencé à pratiquer quelques rites, à visiter un sanctuaire, s'il y a une logique de l'explication des maladies du Jinoun qui est spécifique, nous sommes dans l'explication des malheurs et nous quittons petit à petit pour voir un peu est-ce qu'il y a une cohérence symbolique à toutes ces explications. À quel moment on explique par les Jinoun et à quel moment on explique parce qu'ils ont également une expérience médicale, populaire, appelez ça populaire, c'est comme vous voulez. Et donc le plus important par la suite, c'est ça, c'est un peu la structure des explications des malheurs. Et vous pouvez quitter par la suite le mauvais œil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, de fil en aiguille. Et là, vous avez déjà une idée sur qu'est-ce que c'est que la réalité pour un anthropologue. Ça peut être un sanctuaire, en mur, mais ça peut être également des croyances, des représentations. Et c'est valable pour les autres sciences, sauf qu'on insiste beaucoup plus sur des faits, et on croit que les faits sont des actes observables, concrets. Pour un anthropologue, la croyance est aussi concrète qu'un sanctuaire. Elle a les mêmes effets, elle motive les comportements des gens, elle structure leur comportement et ainsi de suite. Thomas, un sociologue américain, a dit « Si les gens prennent des choses pour réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. » Donc la question de la vérité, de la réalité, de la concrétude des faits, etc., on les laisse de côté. Les anthropologues, vous le savez, ils ont travaillé sur le totémisme. Les gens croyaient qu'ils descendaient d'un totem. Ce n'est pas Émile Durkheim qui va leur dire « Écoutez, vous êtes fous ». Non, Émile Durkheim est allé voir quelle est la fonction de ces classifications. Comment les gens se marient, comment les gens échangent, comment les gens déclarent la guerre, comment ils font des alliances en fonction de cette classification totémique. Donc ça, c'est un teaser. J'espère que c'est un bon teaser. Alors,
j'y reviens au milieu, j'y reviens au milieu de mon exposé. Je remercie les collègues parce qu'ils ont défriché. Il y a plusieurs questions que j'aurais aimé poser. Et c'est ce background positiviste, on va l'appeler comme ça, sans vraiment aucune connotation ni positive ni péjorative. Plusieurs principes ont été rappelés. Un positiviste, il s'intéresse à l'observable, ça a été dit, je ne vais pas le répéter. Il s'intéresse aux faits concrets, ça a été dit. La prédiction, il y a plusieurs principes qui définissent un peu ce que c'est qu'une science, une science positive. Maintenant, si je ramène ça à l'anthropologie, il y a deux exemples, ou deux types d'exemples qui sont extrêmes. Radcliffe Brown, qui est un positiviste, pur et dur. Radcliffe Brown est un anthropologue britannique, donc il a influencé l'anthropologie des premières décennies du siècle passé. Et donc, pour lui, il le dit carrément, l'anthropologie est une branche de la science naturelle. Et il doit se poser les mêmes questions que se posent les sciences naturelles, en tout cas le même type de questions, et il doit appliquer les mêmes méthodes. Par exemple, bon, c'est l'un des fondateurs du fonctionnalisme, inspiré de la biologie, la fonction, le concept de fonction sociale est inspiré de la biologie, je ne peux pas me détendre là-dessus. Ce qu'il faudrait peut-être retenir, c'est que pour l'anthropologie et pour les sciences sociales en général, fin 19e, début du 20e, le positivisme était le modèle. Que ce soit, et les sciences de la nature étaient le modèle, que ce soit la biologie, que ce soit l'astronomie, que ce soit la physique et la chimie. Ça, je pense que les trois exposés, et surtout l'exposé de Fouad, on a longuement expliqué. Maintenant, il ne suffit pas de dire qu'est-ce qui est observable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faudra voir comment chaque science sociale, chaque discipline répond à cette question. Et parfois, chaque auteur répond à cette question. L'observable pour Radcliffe Brown, c'est les structures de l'univers, les structures des molécules, les structures de plusieurs objets que les sciences de la nature étudient. Et donc lui également, il dit un exemple qui peut vous illustrer un peu son parti pris positiviste. Il parle de la structure d'un coquillage qu'il va prendre dans une plage, qui va comparer cette structure à d'autres structures de coquillage qui sont soit différentes, soit similaires. Et donc lui, il doit faire la même chose. Il fait de l'anthropologie sociale. Toutes ces études, ou la majorité de ces études, ont porté sur les structures sociales, les structures de parenté, entre autres, et les structures tribales. Il a travaillé un peu sur l'Australie, sur les aborigènes d'Australie. Et donc, le concept de structure sociale, pour lui, est une réalité concrète. Il y avait un débat entre lui et Claude Lévi-Strauss sur la réalité de la structure sociale. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est le fruit d'un modèle théorique et qu'on ne peut pas l'observer? Donc, c'est quelque chose de construit. Mais ça, je le dis entre parenthèses pour les étudiants. Ils peuvent développer ça par la suite. Et donc, il y a ce qui est inobservable pour Radcliffe Brown, c'est la culture. Pour lui, la culture est inobservable. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas étudier la religion, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas étudier la morale ou le droit, mais ces phénomènes culturels ne sont pertinents que ramenés à la structure sociale. Et donc, qu'est-ce qui est inobservable pour chaque discipline, à chaque moment? Ça peut être les passions. Un clin d'œil pour nos amis politiques qui ont commencé à travailler sur les passions politiques.
c'est l'émotion, c'est les motivations, et ainsi de suite. Donc, il y a une marge de faits que les positivistes, qu'ils soient sociologues ou anthropologues ou politologues, le behaviorisme est un exemple, l'étude du comportement, les motivations des votes, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas. Je ne sais pas l'observer. Ce que j'observais, c'est l'acte de voter. Celui-là a voté pour la gauche, pour les républicains, pour les démocrates, etc. Mais les motivations, c'est inobservable. Donc voilà, en gros, maintenant, il est très difficile de trouver des anthropologues qui parlent ce langage, il faut le dire. Hein, donc, à partir de la moitié des années 50 du siècle passé, y compris ces étudiants comme Evans Pritchard, il va dire, bon, l'anthropologie ne s'intéresse au système symbolique. Il ne s'intéresse pas au système organique. L'anthropologie doit plus interpréter qu'expliquer. Il doit beaucoup plus s'intéresser au sens qu'aux causes, et ainsi de suite. Et donc, il y a une tradition qui s'est installée. Par la suite, il va se renforcer avec l'influence de Max Weber, avec l'influence de Jörg Simmel et d'autres. Je rappelle tout simplement, parce que notre collègue allemand est là, que l'école allemande, ce qu'on appelle les Geistwissenschaft, les sciences de l'esprit, ont rendu un immense service à cette tradition-là. Ce qu'on va appeler par la suite symbolique anthropologie ou l'anthropologie symbolique, etc. Alors, ça c'est, vous avez, comme Fouad aime bien dire, je dis à mes étudiants, moi également je dis à mes étudiants, il est plus pratique pour un chercheur et pour un étudiant d'imaginer une échelle, pas une opposition binaire, une échelle, où il y a le positivisme pur et dur, et où il y a le nihilisme pur et dur. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a rien, il ne peut pas y avoir de connaissance, l'anarchie de la méthode, les anarchistes aux méthodistes. Et entre les deux, il y a des variations. Et moi, je suis peut-être à 4 sur l'échelle de Richter, 4, 5 ou 6. En tout cas, je me balade entre 4 et 6. Donc, c'est ma moyenne. Alors, je vais juste dire comment je me situe, parce que bon, c'est une question. Si je disais que l'anthropologie n'est pas la science, je me suiciderais. Si je dis que l'anthropologie est une science, de façon naïve et candide, vous allez me traiter de... Alors, il n'est ni l'une ni l'autre. D'abord, parce qu'il y a plusieurs traditions. Hein? Et de l'autre côté, parce qu'il faudra à chaque fois déterminer la science. S'il s'agit de la science positive, au sens positif, je vous dirais que ce n'est pas une science. Mais la science positive n'a pas le monopole de la science. Ce n'est pas l'étalon de toutes les autres sciences sociales. Il n'y a pas une science sociale qui peut qui peut revendiquer son impérialisme et dire « copiez-moi, j'ai la vérité, j'ai les méthodes, je mesure, je quantifie. Si vous ne quantifiez pas, si vous expérimentez, si vous ne prévoyez pas, vous n'êtes pas une science. » Chaque science a sa logique. Quand j'ai parlé de l'échelle, il faudra prendre en considération au moins trois réponses. La première réponse positiviste, j'en ai parlé, il faudra appliquer les mêmes méthodes des sciences de la nature aux phénomènes sociaux, aux faits sociaux. Ça, Fouad en a parlé. S'en inspirer, Fouad et d'autres également en ont parlé, même en utilisant le mot s'inspirer. Maintenant, il faudra également admettre que les faits sociaux, les phénomènes sociaux, les actions sociales, les comportements sociaux, peu importe la désignation sur laquelle on les met, elles ont quelque chose de spécifique ou de particulier. L'action sociale est une action, vous l'avez rappelé, les humains anticipent, les humains calculent, les humains sont motivés, les humains sont relativement libres. Weber disait qu'on ne peut pas expliquer la chute de César comme on explique la chute d'une pierre.
Donc il y a des motivations, il y a un réseau social, il y a un sens qui est donné au comportement qui fait que les humains, même sous les mêmes conditions sociales, même avec les mêmes statuts sociaux, même avec les mêmes revenus, même ça, ils vont se comporter différemment. Donc, si on prend en considération, ça c'est Wilhelm Dilthey, c'est Max Weber, c'est Jörg Simmel, le dernier Heinrich Rickert, avec un livre, Les sciences de la nature et les sciences de la culture. Le titre, comme ça. Pour dire tout simplement qu'il y a quelque chose à respecter, qu'on ne peut pas confondre le fait qui est en dehors de nous, qui est la chute d'une pierre ou la chute d'un stylo, avec la chute d'un empereur, ou la chute d'un président, ou la chute, etc. Alors, quelles sont les conséquences? Tout à l'heure, j'ai dit également, parfois on oppose explication à compréhension, à l'interprétation. Moi, dans ma carrière, j'ai fait les deux. J'ai expliqué pourquoi les nomades se sont installés, ils ont fixé leur tente, pourquoi ils ont abandonné le nomadisme, mais j'ai également interprété leur représentation de la sécheresse et j'ai également compris leurs motivations, les motivations des uns et des autres. Donc là également, c'est une question d'échelle, ce n'est pas une question d'opposer explication pour les sciences de la nature et interprétation, compréhension, comme ça vient dans pas mal de littérature. Quelques principes que je partage dans une tradition ou dans plusieurs traditions, parce que je ne suis pas uniquement dans une tradition, mais quand on dit les faits sont construits, ça a été dit tout à l'heure, les faits sont construits théoriquement. Mais avant qu'ils soient construits théoriquement, ils sont déjà construits socialement par les acteurs politiques, par les acteurs tout court. Vous ne pouvez pas accéder, en tant qu'anthropologue, vous ne pouvez pas accéder aux faits. Ça peut être la morphologie, ça peut être la dispersion des tentes, ça peut être la concentration des maisons. Vous pouvez même les photographier. Mais vous ne pouvez pas accéder sans que comment les gens se représentent le voisinage chez les sédentaires et chez les nomades. Comment le nomade se représente la distance. Comment le nomade se représente le déplacement. Quels sont les mots, les différents mots qu'il dit pour déplacement et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas accéder, les anthropologues qui sont installés dans cette tradition, les mots, le vocabulaire, le lexique est une entrée pour les représentations pour la culture. Donc, l'anthropologue, comme dit Clifford Geertz et d'autres, on ne travaille pas sur des faits, mais on travaille sur des faits déjà interprétés par les acteurs. Et donc, ça nous sort de quel est ce fait concret qui est extérieur, etc., qu'on va observer, qui est brut. Il est produit, il est construit. Vous voulez étudier le sacré? Si vous êtes au Maroc, vous ne pouvez pas échapper à la baraka. Vous êtes obligé de décrire ce qu'est la baraka pour les gens, dans les différents contextes et leurs représentations. Vous ne pouvez pas échapper au mot libas, le baraka ou le libas, les malheurs. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un fait concret? Si on le considère comme un fait qui est extérieur à la fois au chercheur et à l'acteur, on est dans le positivisme, depuis Descartes, une coupure entre le jeu et l'objet. Moi, je ne suis pas dans cette tradition. Et je ne peux pas l'être. Sur le terrain, je ne peux pas l'être. Ça va produire des descriptions externes, comme ça a été fait par quelques chercheurs coloniaux qui ne maîtrisaient pas la langue et qui passaient rapidement. C'est possible. Ils peuvent le faire. Une description externe. Mais une description qui prend en considération le point de vue de l'acteur, nous sommes dans les motivations, nous sommes dans le sens, nous sommes dans la description de la situation qui fait que cet acteur se comporte de cette façon. Je vais donner un exemple. Comme ça, c'est l'exemple le plus court que j'ai et que je répète de temps à autre. C'est une action collective. Il y a une théorie de l'action collective en sciences sociales, en sciences politiques et en sociologie et en sciences politiques. Et donc, vous avez
il y a la disparition de l'entraide dans plusieurs villages que j'ai visités. L'entraide, c'est Touisa pour les darijophones. Une action collective traditionnelle qui a un nom, qui répond à des valeurs d'entraide, de solidarité entre les paysans, qui font qu'on mutualise nos moyens de production. Moi, j'ai un mulet, vous avez deux, l'autre a trois. Et donc, pour le vannage, pas le vannage, mais pour le battage, tout le monde vient travailler ensemble. C'est valable pour les moissons, parce que les moissons, comme vous le savez, il faudra le faire d'une seule traite. Donc, au lieu que lui va passer une demi-journée, retourner le lendemain une demi-journée, donc 4, 5, 10 familles, tout dépend. Ça a disparu. Une action collective qui a disparu. Tout le monde, tous les chefs de foyer ont un intérêt commun à ce que ça se perpétue. Je n'ai pas travaillé dessus. C'était vraiment les petites discussions avec les jeunes en marge de mes entretiens. Et j'ai commencé à apprendre qu'elles te disent « je ne peux plus travailler gratuitement ». Changement de valeur. La gratuité vient. Et quand est-ce qu'un jeune va dire « je ne peux plus travailler gratuitement pour mon père » lorsqu'il va découvrir à 100 km, à 150 km, le travail occasionnel rémunéré. Donc, changement économique, du contexte économique, découverte d'un autre rapport au temps, d'un autre rapport à l'argent. Ce qui a été représenté comme étant de la solidarité va être représenté par les jeunes comme étant de l'exploitation. Nous, on ne veut plus travailler alors qu'ils sont en train de boire du thé et de manger le méchoui. Dans le house, ici, par Pasquin et Mekibentar, 1969, les entretiens auraient été conduits en 1965, 66, 68. Il y avait des jeunes qui disaient à l'époque, si mon père veut que je travaille avec lui, il faut que ce soit à des heures fixes. Il faut se mettre d'accord sur, voilà, de 8h à midi, les congés, etc. Parce qu'il a découvert Marrakech, il veut aller le week-end à Marrakech, etc. Et il faudra qu'il me rémunère. Et j'ai observé dans plusieurs régions que le père recrute un berger et il se trouve que son berger, c'est son fils. Donc, comment on peut décrire de façon externe ces éléments, dire il y a une croissance économique, il y a, je ne sais pas, il y a le travail occasionnel, il y a le travail salarié, au lieu du salaire archaïque, entre guillemets, c'est Bert qui parle du salaire archaïque, le salaire archaïque, c'est-à-dire le salaire en nature, le salaire du frais, etc. Donc voilà, socialement construit, ça veut dire que j'écoute un peu les acteurs, j'écoute la manière dont ils interprètent, dont ils motivent leurs actions, les tensions qui peuvent exister entre la génération des pères et les générations des fils, et puis c'est théoriquement construit, ça a été dit par Pierre. Même si je n'ai pas eu la possibilité d'avoir un protocole comme je l'ai fait pour les autres, un protocole de recherche, c'est venu, mais par la suite, enfin pas par la suite, mais juste avant, comme je travaillais sur l'action collective, comme j'avais déjà publié sur l'action collective, l'échec de la transhumance collective, etc., j'ai dit c'est un bel exemple de dire, bon, pourquoi une action collective n'est pas perpétuée et quelles sont pas les causes, mais juste les motivations, mais également les conditions structurelles qui ont fait que le changement de valeur ait lieu. Il n'aurait pas pu changer de valeur s'il n'y avait pas de travail rémunéré à 100 km. Donc ce n'est pas une question intellectuelle, ce n'est pas une question de... ils ont rémunéré, ils ont dit, bon, on va changer de valeur comme on fait dans les meetings. C'est fait de façon progressive. Alors, maintenant, quand on dit des faits qui ne sont pas bruts, des faits qui sont construits socialement et théoriquement, on va se poser la question de l'objectivité. Mais il y a la conception positiviste de l'objectivité, ce dont on a parlé un peu, donc la coupure entre le sujet et l'objet.
Il faudra purger ces prénotions, il faudra, etc. L'idéal, c'est de ne pas même utiliser, c'est l'empirisme le plus absolu, même la théorie est polluante pour eux. Il faudra juste dire Soal est à côté d'eux, et puis il sourit, il n'a pas souri, etc. Et donc, même la théorie est polluante. Et ça, c'est également à l'autre bout de l'échelle. C'est une objectivité. Je revendique l'objectivité, mais c'est une objectivité conditionnée et limitée. Je décris en quoi mon objectivité est limitée. Soit en tant que Marocain, soit en tant qu'homme, qui ne pouvait pas observer les rituels féminins, soit en tant qu'appartenant à la classe moyenne, à une classe moyenne. J'étais quand même professeur. Et ça, la position sociale du chercheur influe sur la manière de voir. Comme disait Boudin, pour une classe moyenne, pour un professeur, si les gens se battent pour $2, il va dire il s'en fout. Mais oui, parce que toi, pour toi, c'est $2, mais pour les autres. Et donc, c'est une condition. J'ai développé un concept, je le rappelle très rapidement, ce que j'appelle, comme on parle d'anthropologie, ce que j'appelle la situation ethnographique. Et dans la situation ethnographique du chercheur, que j'ai appliqué à des collègues et que je me suis appliqué dans le dernier livre, ça veut dire tout simplement, dis-moi, si les collègues ne le disent pas, j'explicite leurs orientations théoriques, j'explicite leurs orientations culturelles, préjugés, ethnocentrisme, peu importe. Et puis, la rencontre ethnographique, ça, c'est spécifique à l'anthropologie. C'est spécifique à l'anthropologie, mais on n'a pas le monopole. Il y a des sociologues qui font le terrain, il y a des géographes qui font le terrain, il y a des économistes qui font le terrain. Donc, la rencontre anthropologique, c'est un économiste qui travaille sur la pauvreté dans un village, c'est une rencontre ethnographique. Spécifique traditionnellement, mais on n'a pas le monopole. Et donc, quand je dis que la connaissance est conditionnée, ça veut dire tout simplement, et j'ai fait un peu la comparaison entre Jacques Berck, qui est resté une vingtaine d'années au Maroc, et Foucault, qui a passé 11 mois. Quel type de connaissances ils ont produit? Ça, c'est la durée. Maintenant, est-ce qu'ils maîtrisent la langue des gens étudiés? Et ça donne un autre type de connaissance. La durée, j'ai parlé de la durée, de la maîtrise de la langue. J'ai eu l'expérience, j'en ai parlé tout à l'heure, d'un anthropologue qui travaille chez les nomades et un anthropologue qui travaille chez les sédentaires. Comment la morphologie sociale influe sur le travail de terrain. Juste, il faut dire tout cela. Il faut dire, bon, voilà les conditions de la production de ma connaissance, le dire de façon humble, objective, et de dire, bon, voilà ma connaissance. Ça ne veut pas dire que ma connaissance est fausse. Même le faux et le vrai, dans ce cas, ne veut pas dire grand-chose. Donc, il y a l'humilité. Et donc, moi, je suis le verbe suivre, plutôt King Merton qui parle de middle range theories, des théories moyennes, que des théories universelles. Et j'ai appliqué ça au sacrifice. Je vais terminer par ça. Le modèle universel du sacrifice de Huberto Maus, 1908-1910, c'était l'ère du temps de l'époque, le positivisme. Il faudrait que toutes les descriptions, toutes les données rentrent dans un modèle, dans une explication. Il ne faut pas qu'il y ait des exceptions. Donc, le sacrifice grec, le sacrifice hindou, le sacrifice africain, le sacrifice aussi. Et il découvre un modèle ternaire. Il découvre un modèle ternaire qui est basé sur l'opposition entre le sacré et le profane. Il y a une préparation pour le sacrifice, il y a des rites, donc on prépare la victime, on prépare la personne, l'acteur, on prépare le sacrifiant, le sacrificateur, le lieu du sacrifice, etc. On le prépare. Et puis il y a le climax, le pic, c'est l'immolation, et puis il y a la sortie. La sortie du domaine du sacré vers le domaine du profane. Ceux qui ont lu un peu sur les rites de pèlerinage, sur le sacrifice de pèlerinage, c'est valable. Ceux qui ont observé ou lu sur le sacrifice du mouton au Maroc, c'est valable, le henné avant,
les rites, la nourriture qu'on fait absorber aux moutons, le truc qu'on laisse sacré pour le Ashura, etc. Donc, ça. Les hellénistes qui ont travaillé sur le sacrifice démocratique ont critiqué ce modèle et ils ont trouvé que ce ne sont pas des règles religieuses qui s'appliquent au sacrifice démocratique. Quatrième siècle. Je vais terminer à temps. Écoute-moi. Alors, donc le sacrifice religieux, il y a des règles religieuses. Le brahman, le prêtre, le muqaddam va prendre l'épaule droite. Telle personne va prendre une autre partie privilégiée. Le commun des mortels, on va leur demander, on va leur distribuer des parts égales. Le sacrifice antique grec, ce sont des règles religieuses, des règles politiques. Et donc, celui qui va sacrifier doit être un citoyen. L'aristocratie, le sacrifice aristocratique a été dépassé, où le prêtre prenait une part privilégiée, l'aristocrate une part privilégiée. Nous sommes dans une société démocratique qui applique les principes politiques démocratiques au sacrifice, aux religieux. Si vous êtes comme Aristote Méthèque, vous pouvez participer, vous pouvez accéder à l'autel, mais vous ne pouvez pas égorger. Et donc voilà un modèle. Ça veut pas dire que le modèle de Hubert et de Moore, c'est faux. Ça veut dire qu'ils ont un peu exagéré. Ce modèle existe, je l'ai observé, j'ai travaillé avec, mais je le dis, il faudrait qu'il y ait des conditions structurelles. Il y a des conditions structurelles. Chaque fois qu'un groupe politique domine, contrôle le sacrifice, il applique ses règles politiques. Je l'ai observé dans le Haut Atlas. Donc le modèle du sacrifice civique ou sacrifice politique, je l'ai observé dans le Haut Atlas. Et également, je l'ai étudié en Grèce antique, mais également en Somalie et ailleurs. Et le point commun, l'un des points communs, c'est que le groupe politique, c'est le groupe politique qui contrôle le processus religieux. Et chaque fois qu'il y a un groupe religieux qui contrôle le processus, il exagère le sacré et le profane, Brahman, il exagère parce que bon, ça fait partie également de son statut, et il exagère le. Donc voilà, donc c'est les conditions d'un modèle. Vous avez un modèle de sacrifice, il y a un autre modèle qui est basé sur la saleté, hein. C'est vraiment sur la saleté, c'est le har, etc., où le sacrifiant est obligé de s'humilier, hein, parce que c'est un rite de supplication, mais bon, que j'ai appliqué également à la sainteté de Mijdoub, à la sainteté, etc. Mais bon, l'essentiel, au lieu d'un modèle universel, j'ai essayé, mais d'autres également l'ont fait, d'élaborer des modèles qui sont proches de quelques processus et des modèles moyens. Voilà. Je pense que c'est bon. Merci, Si Hassan, pour cet exposé extrêmement clair. J'ai beaucoup apprécié. En tant qu'enseignant, j'ai aussi beaucoup apprécié la façon extraordinaire dont tu utilises tes mains, en fait, pour accompagner ton discours. Et je suis sûr que s'il y avait quelqu'un ici qui ne pouvait pas entendre, il aurait compris une bonne partie de ton discours juste avec la façon dont tu... Le body language. Alors, on a 15 minutes de questions, mais je voudrais outrepasser mes droits et mes devoirs. Je voudrais te poser la première question parce que tu parlais le sacrifice, le métèque qui a le droit d'approcher, mais pas trop. Là, dans le couloir, parce que c'est le bicentenaire Pasteur, on a un panneau qui représente la première inoculation du vaccin contre la rage. Et on croit généralement que c'est Pasteur qui l'a fait. Or, on voit sur le panneau, Pasteur est là, ainsi, et c'est quelqu'un d'autre qui inocule le vaccin contre la rage. Et ça, pour une raison purement administrative, c'est que Pasteur n'était pas médecin et que seul le médecin avait le droit
d'inoculer. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que je fais de l'anthropologie si j'essaye de trouver un rapport entre les deux? Vas-y, je t'en prie. Oui. Enfin, pas forcément de l'anthropologie, les sociologues également le font. C'est tout simplement, vous avez un statut social, et ce statut social, il y a des rôles, à des devoirs, et à des, comment on appelle ça, des devoirs, et l'autre. Des droits. Des droits. Et donc, moi, je suis professeur, tu es professeur, l'autre, il n'est pas médecin, donc tu n'es pas médecin, tu ne fais pas ça. Tu es mère, voilà ce qu'il faut faire. Tu es père, voilà ce qu'il faut faire. Ça change, bien sûr. Il y a des pères maintenant qui changent les couches. Mais donc, il y a une définition du rôle social qui peut être juridique, qui peut être morale, et qui peut être religieuse également. J'ai parlé de est-ce que tu peux sacrifier ou pas. Ok, merci. Alors, la première question sera posée par c'est Mohamed Souhel. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade quelque part? Ensuite, on donnera la parole au philosophe avec son chapeau. J'ai nommé Monsieur Mouhoub. Réellement, j'ai pas de question, mais je prolonge la tienne. Je vais répondre quand même. Là, non, c'est la question parce qu'intéressante de Fouad, et tu as répondu. Mais est-ce que ça ne précédait pas ce qui est devenu plus tard le privilège des corporations? Le privilège, tu peux pas faire ça si tu n'es pas ça, machin, etc. Indépendamment des compétences qu'on peut avoir, etc. Non, je pense que oui. Je pense que corporation, organisation d'un métier comme le nôtre également. Il y a des sentinelles chez nous. Hein. Il y a des sentinelles qui te disent tu es dans tel domaine, tu n'as pas touché à l'autre domaine. Donc, bien sûr. Je vais être très provocateur. Pourquoi les enseignants, Simon, il est là, du syndicat national de l'enseignement supérieur se sentent offusqués quand il y a un enseignant étranger qui vient enseigner chez nous? Ahbes, tu fais de la politique et on fait pas de politique ici. Donc je vais passer la parole à. En tout cas, moi je suis pour l'exogamie. Je vais passer la parole au professeur Mouhoub, qui nous fait l'amitié de venir de Marrakech. Merci. Je crois que moi et Fouad, nous avons pris la parole le long du samedi et dimanche, et c'est pourquoi je me suis dit, il est sage d'écouter les autres. Juste une petite question à Sidi Hassan, mon ami. Quand il a dit, la seule chose peut-être sur laquelle je n'étais pas d'accord, quand tu as dit déterminé par ma physiologie de pouvoir comprendre la donnée féminine ou quelque chose comme ça. Peut-être, je redis autrement peut-être. Par ma physionomie, bon, j'ai compris. Par ma physionomie. Donc, moi, sincèrement, ça m'a scandalisé. Je me suis dit, alors, ça, c'est l'essentialisme. Tu peux me dire, tu t'en fous, essentialisme, non. ou pas, comme positivisme. Ça, c'est une. La deuxième question, peut-être en écoutant tous les collègues, les amis qui ont pris la parole aujourd'hui, je me suis dit comment chaque fois nous étions déterminés par le topos, par ce que j'ai appelé dans mon intervention sur philosophie et sciences, par la vérité régionale. La vérité, après le 19e siècle, ce n'est plus la philosophie, ce sont les sciences humaines. Et donc, à un moment donné, chaque science, chaque discipline s'est constituée sa scientificité, sa façon d'aborder, etc., etc. Ensemble, ayant essayé de dire, de penser, d'approcher, d'expliquer, d'exprimer, d'interpréter ce que c'est que la science, est-ce que cette dimension, cette multiplicité peut être dite à la manière des théories des ensembles sous une forme? L'anthropologue, j'ai entendu 3 voix de l'économie un petit peu. Est-ce qu'à un moment donné, approximativement, avec la spécificité que tu as mentionnée, est-ce qu'on ne peut pas formuler et dire, et c'est là, à mon avis, Thomas Kuhn, il dit, ce qui définit la science dans l'attention essentielle, pas ce qui définit la méthode scientifique, c'est la structure de pensée. Et
pour lui, cette structure de pensée, la même qui a été établie par la causalité, par la définition de la science, depuis la physique d'Aristote jusqu'à Heisenberg et Max Planck, la même façon, la même structure d'expliquer, de penser est la même. J'espère ne pas avoir abusé un petit peu de votre... Oui, merci. Pour la seconde, oui, bon, je n'ai pas de réaction. Mais pour la première, j'ai voulu dire tout simplement, et merci de... C'est pas la fusion, c'est l'effet du genre. Juste l'effet du genre sur le terrain. Quand je travaillais dans les années 90 sur le Marouf, il y avait un rituel qui est fait par les femmes. Je pouvais pas avoir un entretien avec les femmes dans le Haut-Atlas. D'accord ? Il y a des femmes que j'ai rencontrées, parce que c'est peut-être l'ami de l'ami, etc. Donc j'ai demandé à mon épouse, à l'époque, d'aller discuter avec les officiantes, spécialistes de ce rituel. La limite, c'est quoi? La limite, c'est tout simplement de dire, parce que les anthropologues ont toujours travaillé avec des hommes, et leur généralisation finale, ils te disent l'éthicopia. Ils te disent est-ce que tu as parlé avec des femmes? Non. Écoute, tu n'as pas le droit, puisque tu n'as pas parlé avec des femmes, de dire les villages X ou la population du village X pense ceci. C'est ça la limite. Donc la limite de mon enquête, qui est une limite sociale. Ce n'est pas moi qui ai décidé de le faire. Les nomades, si tu te rapproches, à l'époque, si tu te rapproches de la tente, tu peux être même tué parce qu'ils ont un sens de l'honneur. Les années 20, nous sommes, enfin des années 2000, les années de 2000, 2002, 2003, 2000, nous sommes retournés. Voilà, dans la tente, on était avec leurs épouses, et aucun problème. En 2 décennies. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien parce que j'étais pour 3 jours ou 4 jours. Donc l'effet du genre, c'est que peut observer une femme lorsqu'elle travaille sur un village et qu'est-ce qu'elle peut rater, et que peut observer un homme et qu'est-ce qu'il peut rater. C'est peut-être pas valable pour toutes les enquêtes. Il ne faudra pas non plus exagérer c'est pas valable pour toutes les enquêtes. Merci. Très rapidement, Simon. Tu as exactement 11 secondes. Moi. Quand l'occasion s'est prêtée et tu as vu ce que tu ne pouvais pas voir avant, qu'est-ce qu'il a à voir avec ce que tu présupposais? Qu'est-ce que tu m'entends? 11. Puisque les femmes, tu ne pouvais pas leur poser des questions. Tu as dit dans les villages ou quelque chose comme ça. 2 décennies après, tu avais cette occasion. Par rapport à ce qui était impensé, étant donné que tu ne pouvais pas avoir accès à ça, qu'est-ce qu'il est J'étais pour 2-3 jours, tu ne m'as pas écouté. Ça y est. Pour 2-3 jours? Oui, j'étais pour 2-3 jours. Et qu'est-ce que ça a donné? Là, écoute, on a bu du thé, les gens. J'ai pas fait d'enquête. Tu as compris, Mo? Je crois que vous allez dîner ensemble ce soir, de toute façon. Là, je n'ai pas fait d'enquête, je peux. Alors, non, Rapidement. Juste pour te dire que là, c'est en rapport. Bon, il y a des étudiants, je suppose. La sociologie de la connaissance, depuis Karl Mannheim, insiste sur la position sociale du chercheur ou de l'idéologue ou de l'acteur. L'effet du genre fait partie de la position sociale. Je suis consultant, c'est une position. Je suis chercheur académicien qui reste 10 ans pour comprendre une petite chose, c'est une autre. Et donc, il y a plusieurs positions. Tu es expert, c'est une autre. Tu es chercheur dans une structure bureaucratique, c'est une autre. Tu es chercheur résidentiel comme Berg, c'est une autre, etc. Donc, la position sociale, il faut juste la prendre en considération. Je ne dis pas que c'est un obstacle, parce qu'il y a des ressources qu'il faudra exploiter, mais bon, il y a des limites qu'il faudra tout simplement souligner et dire, bon, voilà mes limites. Le débat continue à 8h au club de tir. Ah non, moi j'arrête le débat. On est là pour Pierre, plaisanter. une question de Pierre. Oui, si l'anthropologie s'intéresse aux représentations, aux passions, et les met en rapport avec une structure, alors quelle différence avec la sociologie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième est interne à l'anthropologie. Sur le plan académique, on appelle anthropologie aussi bien quelqu'un qui travaille sur la manière dont sont fabriqués les paniers en osier selon les différents villages à ethnie,
et puis quelqu'un qui va faire de l'anthropologie urbaine contemporaine et comprendre pourquoi les banlieues se révoltent, quoi. Donc, finalement, qu'est-ce qui permet de parler d'anthropologie en rassemblant ces deux types d'activités, hein? Il y en a une qu'on appelle aussi ethnographie, mais ethnographie, ça fait partie de l'anthropologie. Et puis deuxièmement, quelle frontière peut-on mettre entre anthropologie et sociologie? Est-ce que ça porte sur l'objet? Apparemment pas. Est-ce que ça porte sur les méthodes? Enfin, sur quoi? Alors, ça a une histoire. La différence entre les deux avait une histoire qui n'est plus valable aujourd'hui. Mais l'anthropologie est née avec l'impérialisme. Il est né avec le terrain. Il est né avec les expéditions. Donc les anthropologues travaillaient sur l'altérité. C'était fin 19e jusqu'aux années 50-60. D'accord? Et puis les sociologues travaillaient soit sur des documents de seconde main. Ça, c'est le mainstream. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des enquêtes sur les ouvriers, sur le travail des ouvriers, etc., en Belgique et ailleurs, même au XVIIIe siècle. Mais le mainstream, c'est le sociologue travaille sur les sociétés occidentales. Les anthropologues travaillent sur... Maintenant, c'est révolu. Moi, si je peux vous répondre, vous permettez que je vous réponde, moi, ça ne m'intéresse même pas, ce genre de questions. Actuellement, en faire l'histoire, ça m'intéresse. Et à quel moment l'école de sociologie de Chicago a commencé à s'inspirer des ethnographies et des méthodes de l'anthropologie et que les frontières sont devenues floues. Street Corner de White, c'est un travail anthropologique. C'est dans un quartier, je ne me rappelle plus, Boston ou autre, etc. Donc, le plus important pour moi, et ça je le défends, c'est le point de vue. C'est la perspective. Si vous êtes sociologue, moi j'ai fait de l'histoire du nationalisme au Maroc en tant qu'anthropologue. J'ai fait de l'histoire. Et ce qui m'intéressait, c'est la symbolisation de la nation. C'est l'usage des symboles. La fête, le costume, etc. Chose que les sciences, les politistes, dont je fais partie, parce que j'ai un doctorat en sciences politiques. Et donc, ces sentinelles-là, moi j'étais un peu surpris lorsqu'un ami me dit « Pourquoi tu utilises Malcolm Olson qui a travaillé sur les syndicats aux États-Unis ? Tu es dans un milieu tribal. » Et je dis « Parce que sa charpente conceptuelle me convient. Et son point de vue théorique me convient. Peu importe l'objet sur lequel il a travaillé. La charpente, j'ai appliqué la charpente conceptuelle, l'action collective, et d'autres, Dahrendorf et d'autres. Et donc, à un moment, je parlais de braconnage, quelqu'un m'a dit c'est immoral, pour dire illégal, mais je braconne. Je braconne. La question est posée chez les nomades. Je ne me suis pas dit est-ce que tu es anthropologue ou sociologue ou historien. J'ai fait les trois. J'ai mélangé les trois genres. Tout en restant, bien sûr, de par ma lecture, parce que la vie est courte. On ne peut pas être parfait partout. Donc, bien sûr, le tremplin, c'est l'anthropologie, c'est mes lectures d'anthropologue. Mais je ne me limite pas à ça, et vraiment les sentinelles, les départements, les institutions, les revues. Lorsqu'on est chercheur, c'est pas important. L'anthropologie économique, le texte de Clifford Geertz sur le bazar de Safrou, c'est un texte d'anthropologie économique qui devrait intéresser un économiste. Qu'est-ce que c'est que le souk? Qu'est-ce que c'est que le marchandage dans un souk? Et donc, est-ce qu'il est anthropologue, est-ce qu'il est économiste? La question, on revient encore pas. C'est vraiment, vraiment passionnant. J'ai vraiment un scrupule à refuser qu'on pose d'autres questions parce qu'on est déjà en retard. Mais vraiment, on aurait pu continuer pendant des heures. C'est vraiment passionnant. Encore merci, Hassan. On a posé beaucoup de questions. Non, mais maintenant, on va passer à M. Charles Saint-Pro qui va nous parler.